On accueille maintenant notre invité, toujours évidemment, sur cette situation à Ceuta. Bonjour à vous, Abdallah Tourabi. Vous êtes journaliste et chroniqueur politique au Maroc, en direct de Casablanca. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Abdallah, d'après Madrid, la quasi-totalité de ces candidats à l'exil, de ces hommes, ces femmes, ces enfants, ont regagné le royaume. Néanmoins, elles nous disent quoi, ces images? Ils nous disent quoi, ces témoignages de jeunes qu'on a entendus? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à fuir depuis le Maroc? En fait, ces images nous disent beaucoup de choses. Bien sûr, enfin, c'est une image, elle est extrêmement complexe parce qu'on ne voit pas les mêmes visages. Il y a de tout. Bien sûr, il y a des jeunes, il y a beaucoup de mineurs, énormément de mineurs. C'est-à-dire, enfin, on n'a pas les chiffres, évidemment, mais on voit énormément de mineurs qui ont essayé de traverser. Donc, il y a un imaginaire de migration qui est chez mineurs-là. Parfois, c'est de l'aventure. C'est juste vouloir, voilà, tenter quelque chose, traverser enfin, les frontières entre le Maroc et l'Espagne et aller vers l'Europe, c'est de l'aventure. Pour d'autres, évidemment, il y a la pauvreté, il y a la misère. Il y a cette problématique qui, au Maroc, qui est posée depuis des années, celle des NIT, ce qu'on appelle les NIT, c'est-à-dire des jeunes qui sont entre 15 et 24 ans, qui sont 3 millions de personnes au Maroc, qui ne sont ni dans l'enseignement, ni dans l'emploi, ni dans la formation. C'est-à-dire ce sont des jeunes inactifs. On ne sait même pas quoi faire avec ces 3 millions de personnes. Donc c'est pour ça, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit, c'est des jeunes-là qu'on voit traverser. Il y a aussi le rôle. Il Pardon. y a Abdallah Tourabi, vous parliez de mythes, il y a aussi des jeunes manifestement diplômés. L'un d'entre eux, et c'est un témoignage à retenir, disait tout à l'heure qu'il n'avait aucune perspective, aucun horizon au Maroc. Après 14 ans d'études, on en a entendu aussi beaucoup s'exprimer en anglais. Et on sait que pour pouvoir avoir ce niveau d'anglais, c'est qu'il y a un niveau d'instruction aussi, d'études faites derrière. Qu'est-ce que ça dit du degré de détresse de cette jeunesse? Il y a de tout. C'est pour ça que je disais, ce sont des images qui sont complexes. Il n'y a pas un seul profil, il y a des profils. Mm. Et vous avez raison, il y a bien sûr des jeunes qui sont diplômés, il y a des pères de famille. On a vu aussi des gens, des familles entières qui essaient de traverser. Donc, il y a de tout. Évidemment, enfin, il y a des choses qui ont été faites au Maroc. Lors de son dernier discours, enfin, le roi insistait sur tout ce qui a été fait au Maroc. Et ce qui est vrai, quand vous regardez les chiffres, la croissance économique, voilà, c'est le premier pays industrialisé en Afrique. Il y a tellement de choses qui ont été faites au Maroc. Mais ces choses-là n'ont pas bénéficié d'une manière égalitaire à tous les Marocains et à tous les territoires marocains. C'est-à-dire, il y a des inégalités qui sont flagrantes entre des zones, par exemple, voilà, l'axe Casa-Rabat ou l'axe Casa-Tanger qui a profité de ce développement économique, mais il y a des zones entières du Maroc qui n'ont pas bénéficié de ça. Il y a des couches sociales, il y a surtout des jeunes qui n'ont pas profité justement de ce développement économique. Donc, ça nous dit beaucoup de choses sur notre modèle, enfin, au Maroc, notre modèle de développement économique, nos inégalités sociales et territoriales, parce qu'on a vu aussi beaucoup de gens, enfin, les jeunes qui sont là, qui sont venus de l'arrière-pays, de certains villages, etc., et qui, voilà, enfin, qui ont quitté une situation normale de misère. En fait, et encore une fois, c'est une image complexe, mais qui nous renseigne sur la situation économique et sociale et sur les représentations des jeunes Marocains. Vous êtes journaliste politique, Abdallah, vous êtes un observateur de la vie politique au Maroc. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas eu de prise de parole officielle du côté de Rabat? Enfin voilà, enfin, quand vous regardez les réseaux sociaux au Maroc, quand vous regardez les réactions des journalistes, on est complètement désespéré par rapport à ce mutisme du gouvernement marocain. Aucune réaction. C'est-à-dire que voilà, enfin, il est complètement désespérant de voir que les chiffres qu'on a, les images qu'on a, ce sont des chiffres qui sont donnés par le gouvernement espagnol. C'est Pedro Sanchez, Et voilà, on enfin, va qui les a déclaré rappeler, le nombre de personnes. 60 000 personnes Ben au moins oui, selon le président de la région, 67 personnes cette ont péri et pas de réaction. C'est quoi? C'est une gêne? C'est ce que ça traduit de la part des autorités marocaines? C'est une gêne, évidemment. Enfin, je pense que les gens sont gênés. C'est vraiment, et vraiment. Enfin, ça, c'est un autre problème. Enfin, vous, là, vous allez me relancer sur la communication du gouvernement actuel. Et on le sait très bien, depuis 5 ans, enfin, l'opinion publique, les journalistes, la presse se plaignent d'un problème de communication au Maroc. C'est-à-dire enfin, quand il y a une crise, quand il y a un problème, on ne communique pas. Enfin, les ministres, c'est quand il y a vraiment, vous vous rappelez de la génération Z, ce que s'est passé la Mm. génération Z. Il aurait fallu 3, 4 jours pour voir des ministres réagir et sortir sur les plateaux pour expliquer aux Marocains ce qui se passe dans leur pays. Et donc, on a un problème endémique de communication. En plus, voilà, enfin, c'est un gouvernement en fin de mandat, c'est-à-dire que les Mm. élections au Maroc sont dans 2 mois. Donc, voilà, enfin, c'est expliquant quand une chose, c'est que voilà, enfin, les gens enfin, sont contrebalancent complètement de ce que pensent les Marocains.
Cette crise, elle pourrait donc se répéter parce qu'il y a aussi, d'après certains observateurs, un laisser-faire. Les autorités, ou en tout cas les forces de l'ordre, n'ont pas cherché plus que ça à contenir cette foule. Est-ce que d'après vous, ça pourrait, ce à quoi on a assisté à Ceuta, pourrait se répéter? Alors peut-être pas dans les jours à venir, mais prochainement, dans un avenir proche? Alors, il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs théories parce qu'on n'a pas d'explication, on n'a pas de communication officielle. Donc, il y a les théories de complot, que ce soit complot externe ou interne. On a entendu parler aussi des Américains, des Israéliens, etc. On a entendu beaucoup de choses. Alors, moi, j'y crois, personnellement, j'y crois absolument pas à ces théories, d'abord pour des questions de timing. La première chose, c'est que ça correspond, ça coïncide d'abord avec la fête du trône, la célébration des fêtes du trône et le discours des rois, c'est-à-dire qui mettait en exergue tout ce qui a été réalisé au Maroc. Donc, j'y crois absolument pas à se laisser aller, laisser faire et qu'il y a un complot enfin, marocain qui vise l'Espagne. Deuxième chose, c'est que les relations entre le Maroc et l'Espagne sont à leur optimum. Enfin, les relations entre le gouvernement de Pedro Sanchez et le Maroc sont excellentes. Il y a une reconnaissance de la marocanité du Sahara. Vous connaissez très bien que la question de la marocanité du Sahara est la pierre de touche des relations du Maroc avec les autres États. Donc, les relations avec le gouvernement de Pedro Sanchez sont excellentes. Donc, je ne vois aucune raison de la part du Maroc de vouloir gêner, de embarrasser ce gouvernement-là. Et lui-même, Pedro Sanchez, dans son intervention, il a mis en exergue, il a en relief la collaboration du Maroc avec les autorités espagnoles. On dit aussi parce qu'il y a une visite de Pedro Sanchez à l'Algérie il y a quelques semaines aussi, enfin, c'est un élément, on a vu la visite, il n'y avait rien enfin, d'inquiétant pour le Maroc, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit pour les économique, cette visite. Donc, j'y crois absolument pas à ces théories. Enfin, voilà, enfin, parfois, il y a des moments, enfin, des moments comme ça enfin, qui dépassent toute explication. Il faudrait attendre encore quelques jours et j'espère une enquête pour pouvoir enfin, expliquer ce que s'est passé réellement. La vraie question, alors, ce serait de savoir qui a instrumentalisé ce moment. On a vu des figures de l'extrême droite s'emparer de ces images. Des dirigeants aussi européens ont très vite appelé à renforcer le contrôle aux frontières, alors que Ceuta, on va le rappeler, c'est sur le continent africain. L'Europe continentale n'était pas menacée dans l'immédiat. Quelle lecture vous faites de ces réactions-là? Évidemment qu'il y a un règlement de compte. On est en train d'assister à un règlement de compte entre le gouvernement de Pedro Sanchez, qui est un gouvernement socialiste, et qui a régularisé des centaines de milliers de personnes qui sont sur le territoire espagnol. Et donc, bien sûr, ça a fait grincer des dents. On a vu enfin, les réactions, que ce soit de droite ou d'extrême droite, que ce soit en France, que ce soit en Italie et ailleurs. Donc, il y a un côté règlement de compte. On a vu aussi les réactions chez enfin, la droite, si on peut appeler ça, enfin, la droite américaine. On a vu la réaction de Trump, qui justement qui a reproché au gouvernement de Pedro Sanchez son caractère libéral, enfin libéral, c'est-à-dire enfin, une goutte de gauche en Europe. Donc, il y a aussi, on a vu Elon Musk aussi, qui est l'une des figures conservatrices aux États-Unis aussi, qui reproche au gouvernement espagnol voilà, enfin, le résultat de sa politique migratoire. Donc, on est en train d'assister à un règlement de compte entre enfin, en Espagne, entre la droite, ou, enfin, votre correspondante en a parlé, entre la droite en Espagne et le gouvernement de Pedro Sanchez, mais aussi tous ceux qui étaient en Europe contre cette politique migratoire qui a été menée par l'Espagne. Donc, c'est un règlement de compte entre Vous y partis voyez-vous politiques européens. un règlement de compte? Je reviens sur ce que vous disiez un petit peu plus tôt dans cette interview, Abdallah Tourabi. Vous parliez de ces inégalités aussi, de cette croissance, de ce développement qui ne profitait pas à tous les Marocains et à toutes les classes sociales. Ce sont donc 60 000 personnes qui ont tenté cette traversée, qui sont donc, d'après les autorités espagnoles, rentrées au Maroc. Est-ce qu'il faut s'attendre à une démonstration de force dans les rues marocaines prochainement, comme on l'avait vu au moment de la Gen Z? Non, j'y crois pas. Je vois pas qu'il y ait un lien. La génération Z, c'était une autre catégorie de personnes. C'est-à-dire, Mais c'était des jeunes qui étaient... toute la frustration et le Ah, désespoir porté par ces gens-là qui ont tenté une traversée au péril de leur vie, vous rentrez au Maroc et ne pas s'exprimer, ne pas manifester cette colère non, qui animait certains? franchement, je pense que beaucoup plus, enfin, les jeunes, les gens et les jeunes qui manifestent, ce sont des jeunes qui sont dotés d'une certaine conscience politique, etc. On a vu Génération Z, c'était issu beaucoup plus de la classe moyenne, c'est-à-dire des gens, enfin, voilà, enfin, qui n'avaient pas à se plaindre
de leurs conditions de vie, c'est eux qui sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience politique, parce qu'ils ont un sentiment, enfin, comme en Europe, c'est-à-dire un sentiment d'égalité, de volonté de liberté, d'injustice, etc., enfin, de refus d'injustice. Donc, ce sont eux qui manifestent le plus. Là, pour ces jeunes, enfin, ils vont, enfin, malheureusement, ils vont revenir à leur oisiveté, ils vont revenir à leurs problèmes quotidiens, parce que aussi, il y a beaucoup de gens, enfin, de jeunes, enfin, d'après les témoignages, les échos que j'ai, il y a beaucoup de gens qui sont dans les petits métiers, vous savez, les petits métiers, voilà, qui sont payés au SMIC, et parfois quand ils sont dans l'informel, moins de SMIC. Enfin, le SMIC au Maroc, c'est moins de 300 euros en Europe. Donc, ils vont revenir à leurs préoccupations, à leur oisiveté pour ceux qui ne trouvent pas de travail. Mais je ne pense pas que, voilà, pas que ça va se transformer en une manifestation, démonstration, parce que ceux qui manifestent, c'est une autre catégorie de Marocains. Merci à vous, Abdallah Tourabi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Journaliste et chroniqueur politique au Maroc.